on présente souvent Poincaré comme le dernier grand, enfin moi on me l'avait présenté comme ça, le dernier grand savant universel, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il avait une polyvalence exceptionnelle. Est-ce que vous confirmez cette vision de Poincaré? Bon, certainement, il était exceptionnel. Bon, ce sera, comme je vous le dirai, c'est un des plus grands scientifiques français et même mondiaux de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors là, je vous présente, ça c'est sa maison natale, à Nancy. Nancy, le quartier ancien s'appelle la Craffe, il y a la porte de la Craffe, il y a la rue de la Craffe, et il y a cette pharmacie. Et comme ma famille habite Nancy, ma famille et ma belle famille habitent Nancy, j'ai été voir récemment justement ce qui restait de ça, et ça a très peu changé. Bon, l'immeuble a un petit peu changé, mais la vitrine de la pharmacie est plus attirante, mais c'est quand même toujours à cet endroit-là, il y a la pharmacie qui est là. Et alors, en fait, ça ne s'appelait plus pharmacie Poincaré, à l'époque ça s'appelait pharmacie Poincaré parce que c'était, je crois, le grand-père ou l'oncle, je ne sais plus, enfin, un parent proche de Poincaré, qui était le pharmacien, là. Et c'était la plus grande pharmacie de ce quartier-là à l'époque. Alors là, Poincaré est né en 1854 et il est mort en 1912, à l'âge de 58 ans. C'est pas très long. Et vu sa carrière, c'est assez impressionnant. Contrairement à ce qui se passe à l'époque, Poincaré suit de très près tout ce qui se fait en sciences en Allemagne. Il lit tous ces articles allemands. Il publie même en allemand des articles dans les revues allemandes. Bon. Donc, il sait l'allemand, ce qui est assez exceptionnel à l'époque. Voilà. Alors, ça, Poincaré, c'est un des grands maîtres de la mécanique céleste. Et son grand... Bon, alors, il a écrit un très, très grand livre qui s'appelle « Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste » en 3 volumes. En fait, dans cette géométrie, ce qui joue le rôle des droites, entre guillemets, ce sont des arcs de cercle perpendiculaires au cercle de l'horizon. Poincaré le traduit en énoncé de géométrie ordinaire. Bon, alors les droites ne deviennent pas des droites, elles deviennent des arcs de cercle, etc. Mais enfin, c'est quand même un énoncé parfaitement précis. Donc chaque énoncé de la géométrie, on l'appelle hyperbolique, la géométrie hyperbolique de Lopachevski peut être une traduction de la géométrie ordinaire, et de telle sorte que si l'énoncé est vrai dans la géométrie de Lopachevski, la traduction sera vraie ici et inversement. Ça semble à prouver qu'il y a un espion allemand au sein de l'état-major français. Ce qui est sans doute vrai. Mais bon, comme Dreyfus a le malheur d'être juif, ça ne peut être que lui. Et alors, il y a toute une querelle, parce que il y a un expert, c'est un des premiers experts de la police scientifique, qui s'appelle M. Bertillon. Voilà, il y a la Légion d'honneur pour ses mérites dans cette affaire-là. Oui, ça se portait bien, les gens de ce temps-là. Aujourd'hui, tout le monde peut-être. Alors, donc, M. Bertillon a inventé un système de police scientifique et un système de statistiques compliqué pour comparer les écritures. Alors voilà, on a cet exemple-là, ça c'est l'écriture. Est-ce que c'est celle de Dreyfus? Et Bertillon prétend prouver scientifiquement que l'écriture de ce manuscrit, de ce texte, et celle de Dreyfus, c'est la même. Il faut montrer que Bertillon a dit n'importe quoi. Poincaré, qui a écrit un livre sur les probabilités, qui est très novateur, qui est à la fois conservateur et novateur, se sert de son expérience. Il a enseigné les probabilités, il a écrit un livre dessus, et il se sert et il écrit pour les juges ce que c'est que la statistique et comment l'utiliser, etc. Bon. Et à la fin, il démontre M. Bertillon est un amateur, il n'y connaît rien. Et ça, la démonstration est sans aucune équivoque. Et arrive la grande exposition universelle de 1900, j'en parlerai tout à l'heure, dans l'exposition, et puis son patron, alors Marcel, lui dit, écoute, va voir ce qui se passe là-bas, Et en particulier, il y avait mélangé avec l'exposition universelle le 2e congrès mondial des mathématiques. La tradition veut qu'on ne dise pas congrès mondial des mathématiques, on dit un congrès international des mathématiciens. Notez la petite différence. Ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui. Ça a lieu tous les 4 ans.
Il écoute une intervention qui l'a absolument subjugué. C'est M. Hilbert, David Hilbert, éminent savant allemand de l'époque, et qui fait un discours qui s'appelle « Les problèmes ouverts des mathématiques ». Et il a une liste de 23 problèmes, il y en a à peu près 12 de résolus en 100 ans. Il y en a encore 7 ou 8 qui sont loin d'être résolus, qui sont difficiles. Et il se dit, bon ben voilà ce que je dois faire. Je n'avais pas de vocation, ma vocation toute trouvée, je serai mathématicien. Et Max Planck, c'est lui qui a inventé, bon, Max Planck, on vous dira dans les cours de physique, c'est celui qui a découvert en 1900 la loi de radiation du corps noir. Un corps noir, c'est quoi? C'est un four bien chaud, avec un tout petit trou quelque part dans la paroi, et on observe la lumière qui sort par le petit trou. C'est ça, le corps noir. Bon, le corps noir, je vais expliquer pourquoi. Alors le problème, c'est de savoir la répartition de la radiation par rapport à la fréquence. Et il y avait des lois, il y avait plusieurs lois approximatives qui étaient connues, Wien, etc. Mais aucune ne collait bien. Et Planck a su trouver empiriquement une loi qui collait parfaitement avec tous les cas connus.